Et bienvenue dans les actualités animées de cette semaine. Nous sommes le 13 décembre 2023 et nous nous retrouvons pour cette 15e émission de ce début d'année. J'espère que vous êtes en forme parce qu'on va parler de plein de choses cette semaine, notamment beaucoup de la question des écoles, des stages et de comment des nouvelles personnes arrivent dans l'industrie et les problèmes qu'elles rencontrent en ce moment. Alors commençons tout de suite. On va commencer par l'actu événementiel cette semaine en vous parlant de la projection de l'Alliance française à New York pour parler du cinéma d'animation français. C'est un cycle de conférences pour présenter notre savoir-faire à l'international et certains des grands films de cette année y seront projetés avec notamment 27, Sirocco, Au Royaume des courants d'air, Mars Express, Nina et le secret du hérisson, plusieurs courts-métrages comme Maïnon, Maurice Isbar ou bien La saison pourpre. L'animation française a une petite place aux États-Unis parce qu'on a beaucoup de collaborations entre les deux pays et que notamment le milieu du court-métrage français et européen est extrêmement productif, du coup on a beaucoup d'approches originales qui intriguent les autres pays. Ça se voit notamment avec beaucoup de propositions en stop motion ou en animation traditionnelle. En parlant d'identité technique très originale, je voulais aussi vous parler de Antichambre de la compagnie Stéréoptique, qui n'est pas un film d'animation, enfin pas uniquement, qui est une pièce de théâtre qui va être jouée dans plusieurs théâtres français dans les semaines à venir. La compagnie Stéréoptique, c'est composé de Romain Bermond et Jean-Baptiste Maillet, deux artistes qui pratiquent l'animation en live et présentent en ce moment leur nouveau spectacle qui s'intitule Antichambre. Personnellement, j'ai pu assister à une représentation dans ma ville et c'est hyper intéressant car c'est une présentation pendant une petite heure de modules d'animation traditionnelle, de bancs-titres, de la stop motion, de la pixelation, mélangée à de l'interprétation musicale, et toutes ces images sont produites en live et projetées en live, et en fin de spectacle, on voit le court-métrage professionnel fait en studio, présenté sur scène, qui a été fait pour cette édition avec le studio Folimage. C'est un spectacle qui est très magique et didactique à la fois, et qui présente beaucoup de modules du pré-cinéma, mais aussi des approches hyper spontanées et naturelles de créer de l'animation, et c'est vraiment un plaisir de voir de l'art vivant qui se mélange à l'art de l'animation, qui est plutôt fait de manière très minutieuse en studio. Si je vous en parle, c'est parce qu'il y a beaucoup de dates parisiennes en ce moment au Théâtre de la Ville, en plein centre de Paris, et je vous encourage beaucoup à aller le voir. Dans la partie événementielle aussi, je voulais vraiment parler du festival du court-métrage de Clermont-Ferrand, qui se profile pour cette fin janvier 2024, avec cette fois-ci quelques nouveautés, pas très heureuses malheureusement. On avait évoqué à cette antenne la question de l'accessibilité sur ce très bon festival de court-métrage, et suite à des baisses de financement public, le festival va devoir revoir son ambition à la baisse et changer quelque chose dans sa formule, notamment le prix des billets qui va légèrement augmenter cette année alors qu'il avait réussi à être stabilisé depuis de nombreuses années, mais aussi une baisse de l'offre car la programmation va légèrement se réduire avec la scène nationale qui va passer de 12 à 10 programmes et la scène internationale qui va passer de 14 à 12. Les organisateurs du festival ont précisé que ce n'était pas de gaieté de cœur que tout cela a été fait, mais pour permettre de continuer à proposer ce festival à un public très large et très divers. Et ça, c'est vraiment très louable. Et ces dernières semaines ont été aussi l'occasion de présenter le focus géographique de cette année qui sera sur les Eurovisions féminines et la rétrospective thématique qui sera sur le thème Insoumise. Voilà, j'ai très hâte de pouvoir y assister moi-même et comme chaque année, l'animation a une belle place dans les catégories dédiées. Rendez-vous fin janvier. L'autre chose que je vous encourage beaucoup à aller voir, c'est la nouvelle série de Folimage également, qui s'appelle Les Mères Anonymes, diffusée en ce moment par Arte, mais aussi leur chaîne YouTube Court Circuit. Mères Anonymes, c'est une série d'animation 2D qui revient sur un cercle de parole entre des parents, très principalement des femmes, qui viennent parler de leur expérience de la parentalité, et c'est le but de la série, montrer très très loin des idées qu'on peut s'en faire de perfection, de cohésion parfaite entre le parent et l'enfant. C'est très bien d'avoir une série comme ça, chorale, qui revient sur des profils particuliers, sur des expériences particulières, et qui vient casser des images de perfection bien trop installées, et qui ont créé une énorme charge mentale, notamment chez les mères. Et en plus, c'est un petit format capsule, très rapide, très court, et accessible directement sur le web, donc allez voir quelques épisodes et vous verrez, c'est de bonne facture. Et avec cela, ce sera tout pour les sorties du moment. On va enchaîner sur une thématique un peu plus sombre malheureusement, à propos de l'animation japonaise. Pendant tout le mois de novembre dernier, il y a eu beaucoup de témoignages qui ont circulé sur Twitter d'animateuristes qui travaillaient sur la série japonaise Jujutsu Kaisen, qui, si vous ne le savez pas, est une des plus grandes séries à succès de ces dernières années. C'est un des gros blockbusters de l'animation japonaise. Et ces témoignages, ce sont des témoignages très accusateurs sur les conditions de travail dans le studio MAPPA qui produit la série. Et malheureusement, ces témoignages à propos de MAPPA, on les a eu beaucoup vus ces dernières années, avec vraiment des prises de parole publiques des équipes sans anonymat, qui remettent en question beaucoup de questions de planning, de production, qui finissent par se traduire par une charge de travail monumentale sur les animateuristes, des heures supplémentaires, et qui résultent sur des gros problèmes de santé mentale et physique dans toutes les équipes.
Aujourd'hui, la visibilité sur ces problèmes elle est donnée par deux choses qui sont la parole qui a pu être transmise sur Twitter X par les employés de l'entreprise, mais aussi par l'arrêt de la diffusion de la série Jujutsu Kaisen qui est très attendue et donc un arrêt de production crée beaucoup d'attention du public sur ces questions-là, mais qui sont intrinsèques à l'animation japonaise. Et si vous voulez avoir un peu plus de contexte sur ces questions-là, je vous recommande beaucoup d'aller voir les textes de Stéphanie Z. Delary, qui est une animatrice américaine spécialiste des questions de droit du travail aux États-Unis, mais qui a récemment sorti des textes précisément sur les conditions de l'animation japonaise, ses spécificités culturelles, comment l'industrie s'est installée dans les années 50 et comment les très mauvaises conditions de travail continuent à être mises en place actuellement. C'est des textes qui sont vraiment émouvants et qui parlent beaucoup de santé mentale, donc ne les consultez que si vous le souhaitez. Mais je trouve que comme on travaille dans l'industrie et qu'on a déjà eu des cas sur le film Spider-Verse récemment, c'est obligatoire de citer des cas d'abus au travail comme ceux-ci et d'adresser que derrière des grandes productions blockbusters qui ramènent beaucoup d'argent, il y a malheureusement parfois beaucoup d'artistes qui sont exploités. Et c'est une vérité qu'on ne peut pas nier. On va maintenant passer sur un long tunnel sur les écoles de cinéma d'animation, notamment par le biais du RECA, le réseau des écoles de cinéma d'animation françaises, qui rassemble 33 écoles en ce moment. Ce n'est pas toutes les écoles françaises, mais c'est une grande partie. Et sur ces 33 écoles, on a plus de 6000 étudiants et étudiantes. En cette fin d'année, le RECA a fait beaucoup d'annonces, la première étant la mise en place d'une labellisation des écoles. C'est un label de qualité et de suivi sur la qualité des formations et de leurs débouchés. Les écoles d'animation, elles se sont beaucoup multipliées ces dernières années, leurs formations se sont allongées, se sont spécialisées, et aussi les frais de scolarité ont beaucoup augmenté. Et dans ce contexte-là, l'Eureka a voulu mettre en place un suivi de groupe pour être sûr que les personnes qui venaient étudier au sein de leurs écoles avaient une formation de qualité et seraient des bons professionnels une fois arrivés dans le milieu du travail. D'où la mise en place d'un tel label qui va être mis en application dès 2024, qui consiste notamment à avoir une bonne signalisation et une bonne explication publique des cours qui sont prodigués dans ces écoles, mais aussi des enquêtes régulières pour savoir si la formation reste de qualité et comment sont vécues les choses par les étudiants et étudiantes. Étant moi-même passé par une école d'animation avant d'arriver dans le milieu professionnel, je ne peux que dire que c'est très important que les formations restent de qualité, qu'on s'occupe bien des gens, qu'on leur donne des cours de qualité et qui leur seront vraiment utiles dans le milieu du travail. Et si ce label peut permettre à ça, alors c'est une très bonne chose. Deux autres actions qu'a mis l'Eureka en place en ce moment pour soutenir les étudiants et étudiantes, c'est en premier lieu la 8e édition des journées du Eureka qui ont lieu chaque année en cette période de décembre. C'est 2 journées, une journée entière de table ronde avec cette année les conséquences artistiques et économiques du développement de l'IA sur les métiers de l'animation qui sera discutée pendant 2 heures, puis une autre conférence sur l'e-réputation ou comment avoir un profil en ligne attirant pour les recruteuses et développer son portfolio, son CV et sa présence en ligne pour trouver du travail à la sortie de l'école. C'est 2 sujets très actuels et j'espère qu'ils seront bien adressés, mais c'est bien d'en entendre parler. Et la deuxième journée de l'événement, ce sera une rencontre de job dating du RECA où des personnes en école pourront rencontrer des personnes de studio pour présenter leur travail, pour savoir ce qui manque à leur dossier et ce qui peut être travaillé encore dans le cadre de l'école pour avoir des meilleures chances d'avoir un emploi à sa sortie. Ça, c'est super bien parce que c'est très professionnalisant et ça permet d'avoir un contact plus simple entre les écoles et l'industrie qui n'est pas toujours facile. L'autre initiative bien qui est en cours, c'est la 2e édition du concours du RECA de clip. C'est un court-métrage d'animation musicale fait en partenariat entre le RECA et l'association Les Femmes s'animent, LFA, pour produire un petit clip de 2 minutes avec un texte féministe et qui permet à une équipe de personnes en école de produire un court-métrage avec une petite dotation et d'avoir une première production semi-professionnelle qui ensuite sera accompagnée par le RECA et LFA. Voilà, si vous êtes en école et que ça vous tente, vous avez jusqu'au 30 décembre prochain pour envoyer votre candidature et peut-être être sélectionné pour faire ce film. Enfin, sur la question des écoles d'animation, la chose dont il faut absolument parler et qui est quelque chose de très critique en ce moment, c'est la question des stages. Les stages, c'est vraiment l'étape cruciale entre le milieu de l'école et le milieu du travail, et malheureusement, en ce moment, c'est complètement en crise. Les raisons de cela, elles sont simples. Il y a énormément de personnes en école, plus de 6000 dans les écoles du réseau des écoles de cinéma d'animation, dont 1300 qui doivent effectuer un stage avant leur fin d'année pour pouvoir valider leur diplôme, car c'est une condition du diplôme d'avoir fait un stage de plusieurs semaines ou plusieurs mois pour le valider. Et en ce moment, l'accessibilité des stages, elle est très dure parce qu'il y a beaucoup de gens qui en demandent et en fait la capacité d'accueil des studios, elle ne peut plus suivre. Le chiffre qui avait été donné récemment, c'est qu'on atteint les 10 000 salariés en 2022. Donc voilà, mathématiquement, les studios ne peuvent pas accueillir autant de personnes en leur sein, surtout avec les plannings de production assez particuliers de l'animation. Et donc on assiste à un énorme carambolage pendant l'été de toutes les personnes en études qui viennent de passer leur diplôme et qui ont absolument besoin de ce stage
pour faire la transition vers le milieu professionnel, mais aussi pour valider un diplôme qui leur a pris plusieurs années d'études et qui parfois leur a coûté extrêmement cher. Pour l'instant, il n'y a que des discussions qui ont été mises en place avec l'Oreca, avec les assises du stage qui ont eu lieu il y a 1 mois et demi, et une conférence récente au Radiraf sur la question aussi des stages, où y ont été évoquées quelques solutions pour simplifier les choses, raccourcir les stages, responsabiliser le milieu professionnel avec des tutorats et des transitions plus faciles dans l'année scolaire pour aller faire des stages au fur et à mesure de l'année, mais pour l'instant, aucune solution évidente n'est apparue. Si ce n'est le besoin de plus de transparence sur le fonctionnement de tout ça et d'arriver à faire une meilleure communication entre les différents corps de métier, écoles, formations et entreprises d'animation. Voilà, ce n'est pas une conclusion très positive, mais si vous êtes en études et concerné par ces questions, il faut vraiment que vous sollicitiez vos écoles, que vous sollicitiez les intervenantes qui passent par vos écoles. Et nous, du côté des professionnels, il faut qu'on demande à nos entreprises d'accepter des stagiaires, de bien les accompagner et de leur permettre, de faire fructifier toutes leurs études à travers un stage de qualité. C'est une action qui doit être menée conjointement et en ce moment sont en train d'être mis les premières pierres pour que cela se fasse de la manière la plus positive possible. Et cela va conclure cette section sur les écoles d'animation. On va passer sur une mini-section scénario parce qu'il y a eu quelques nouvelles sur ce sujet-là. En premier lieu, la Guilde des scénaristes française qui a communiqué une première victoire pour les scénaristes. Depuis quelques semaines, la Guilde des scénaristes était en grève, notamment pour une question en rapport avec l'animation, car beaucoup d'entreprises ne voulaient pas régler les frais d'agents-agentes qui accompagnaient les autoristes littéraires dans la fabrication des scénarios. Et suite à ces semaines de pression, des entreprises ont entendu la parole des scénaristes et ont remis en place la prise en compte des frais d'agent-agente. C'est vraiment bien quand une histoire comme ça se résout, mais la grève est en cours dans d'autres productions. Mais voilà, des actions sociales peuvent permettre d'améliorer nos conditions de travail. C'est ça qu'il faut retenir. Autre chose positive en lien avec les scénarios, c'est le collectif Nord Anime qui va s'associer à Pictanovo pour proposer des formations sur les métiers de scénariste spécifiquement pour les questions d'animation. Une formation qui va se mettre en place en début d'année 2024 et dont les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 12 février 2024. Et ensuite, on reste dans les Hauts-de-France avec le Festival du cinéma européen de Lille qui propose pour la 25e année consécutive son concours de scénario, qui est un des grands concours de scénario de court-métrage français. Il y a plusieurs centaines de personnes qui chaque année vont envoyer leur scénario à cet endroit et les scénarios sélectionnés pourront être présentés à des jurys professionnels et commencer à engager un processus de publication et de production. C'est toujours très motivant d'avoir ce genre de deadline pour proposer des projets de films qu'on a en tête. Donc voilà, si vous en avez un, n'hésitez pas à postuler là-bas. Dans la section des belles images de cette semaine, je voulais vous parler de petits chats mignons. Très précisément avec la sortie du film Sirocco, dont les deux héroïnes se transforment en chats dans un monde imaginaire, je voulais vous parler un petit peu de ces personnages de chats anthropomorphes à travers les époques de l'animation. Pour cette sélection, je vais commencer par les films adaptés de l'œuvre de Beatrix Potter, qui est une illustratrice et romancière anglaise qui a travaillé avec beaucoup de personnages animaux, et certains de ces personnages sont des beaux chats en costume d'époque, dans un style très cottage, à l'ancienne. J'avais envie de commencer par ça parce que j'aime beaucoup le style graphique de ces personnages. Ils sont bipèdes, ils sont habillés, ils sont en costume, ils ont des vraies manières de société humaine et en même temps dans leurs dessins très précis on retrouve toute la beauté des chats avec leur pelage, avec leurs moustaches, avec leurs oreilles et leurs manières. Et je trouve que c'est un des lointains ancêtres de Sirocco, car cette figure du chat anthropomorphe, on va la retrouver dans d'autres films. À commencer par le très beau film Night on the Galactic Railroad, qui est un film japonais adapté d'un conte traditionnel sur deux frères chats qui sont emmenés dans un long voyage onirique à travers les époques et par le biais d'un train qui traverse la galaxie. C'est un très beau récit sur le deuil, sur la fraternité et aussi sur la découverte du monde et juste la beauté et l'émerveillement qu'ils rencontrent. C'est un très beau film en animation traditionnelle qui, dans les années 2000, a eu le droit à une suite qui revient sur ces mêmes thématiques d'une société purement habitée de chats et d'un jeune personnage chat qui perd sa famille et va essayer de la retrouver et vivre des aventures mi-oniriques, mi-fantastiques et qui va devoir trouver sa place dans le monde également. Très naturellement après ça, on va se diriger vers les productions du studio Ghibli avec le célèbre film du Royaume des Chats. Et là, vous allez plus comprendre pourquoi je vous parlais de Beatrix Potter au début, c'est parce que dans toute l'iconographie du studio Ghibli, on va retrouver beaucoup cette littérature anglaise, ces personnages en costume, ce cosy, ces nœuds papillons, cette classe à l'anglaise, ces petits hauts de forme. Et je trouve ça hyper intéressant qu'une culture graphique et littéraire d'un pays ait autant pu influencer celle d'un autre pays qui en reprend beaucoup des codes. Et Le Royaume des Chats, c'est un film qui est très amusant, mais qui est aussi très charmant, avec un personnage de jeune femme qui se retrouve métamorphosé en chat et marié de force avec un prince, thématique qu'on retrouve étonnamment dans le film de Sirocco. Bref, cette sélection des belles images, c'est juste pour vous montrer que
On a un bel historique de jolis personnages chats en costume, et ça fait très plaisir que cette culture visuelle et animée se retrouve maintenant dans l'animation française. Elle se retrouve dans l'animation française avec le très beau film Sirocco et le royaume des courants d'air qui sort ce mercredi et qui va nous raconter l'histoire de deux sœurs, Juliette et Carmen, de 4 et 8 ans, qui vont se retrouver à l'occasion d'une après-midi un peu ennuyeuse projetée dans le monde fantastique de leur saga littéraire préférée, Sirocco. À l'arrivée dans ce monde, elles vont se retrouver métamorphosées en personnages de chats et elles vont découvrir un peu les échos subtils entre le monde réel et ce monde littéraire, mais aussi apprendre à réaffirmer leur sororité, leur curiosité du monde. Et voilà, Sirocco, graphiquement, c'est absolument sublime. Chacun des instants du film est passé à vous faire découvrir des nouveaux designs, des nouvelles formes d'animation, un travail extrêmement précis sur la musique, sur le sound design, sur le développement du monde, qui est vraiment une petite boîte à merveilles. Et voilà, Sirocco, c'est un gros coup de cœur pour moi. Et je vous recommande très fortement d'aller le voir en salle. C'est un film qui porte ses références à Moebius et à Miyazaki très clairement, mais qui arrive à montrer une culture graphique hyper forte. Et vraiment, c'est quelque chose que je tiens à saluer ici. L'autre sortie de cette semaine, c'est le film Les Inséparables, qui, lui, est beaucoup plus classique. C'est un film d'animation 3D, familial, qui va nous raconter l'histoire de deux personnages, Don et DJ Doggy Dog, deux personnages de jouets qui habitent dans une grande ville américaine et qui vont partir à l'aventure, et qui reprend des formules bien connues du cinéma américain. C'est un buddy movie un peu improbable entre un personnage de Don Quichotte très grandiloquent et un personnage beaucoup plus moderne de DJ Ourson. De manière intéressante, c'est beaucoup de personnes derrière Toy Story qui avaient déjà cette grande qualité dans l'écriture de ces deux personnages principaux qui sont derrière ce film à nouveau. Et vous le voyez, l'animation est assez soignée, ça va être un film très familial, purement divers sur la coopération entre deux personnages hauts en couleur et leur découverte d'aventures en reprenant des idées du roman picaresque, notamment Don Quichotte, et en le mêlant à un univers moderne de jouets. Voilà, une sortie classique, mais tout de même intrigante. Et après Les Inséparables, nous allons devoir nous séparer, car c'est déjà la fin de l'émission. J'espère que j'ai pu vous apprendre des choses intéressantes sur le scénario et sur à quoi ça ressemble les écoles d'animation en ce moment. C'est un sujet que j'aimerais creuser plus en longueur, mais j'essaie de rester court dans ces vidéos d'information. On en reparlera à l'occasion. En attendant, je vous souhaite comme chaque semaine de voir des belles choses, parler de belles choses et surtout de créer des très belles choses. On se retrouve la semaine prochaine.